Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Bukayo Saka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu de l'Emirates. 2-1 pour Arsenal. Le but de Bukayo Saka hier pour Arsenal avec le son de nos confrères de Canal+, les Gunners qui l'ont emporté 3-2 contre Manchester United et qui conservent donc leur première place. Messieurs, vous étiez j'imagine hier devant votre télé. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette nouvelle performance des joueurs de Mikel Arteta ? J'ai retenu qu'il est inéluctable que cet Arsenal-là, guidé par un coach qui travaille super bien, par une équipe qui joue magnifiquement bien et par surtout un karma, un flair, je sais pas, un instinct qui fait qu'ils vont chercher toutes les victoires, même quand c'est difficile, sera inéluctablement champion en fin de saison. J'ai aucun doute. Je l'ai dit pendant le match, j'ai dit s'ils vont chercher cette victoire-là, ils seront champions, rien ne pourra les arrêter. Après, si j'ai pas de bêtises, ils n'ont pas joué City encore. Hein. Une fois, je crois. Et Gary Neville a dit tout à l'heure qu'il pensait que City allait finalement gagner le titre. Ils ont, si j'ai pas de bêtises, 5 points de retard. Non, et un match de plus. Non, moi, vraiment, je vois pas ce qui peut arrêter cette équipe. Vraiment, ils ont la réussite du champion. En plus, au-delà du fait que ça joue magnifiquement bien, il y a des individualités qui ont percé dans cette équipe qui sont absolument incroyables. Je pense à évidemment Saka, forcément, qui est l'un des meilleurs joueurs européens en ce moment. Même Martinelli, Odegaard, évidemment, on n'en parle plus. Là, ils se sont renforcés avec Trossard, qui est magnifique, un joueur super. On l'a vu à Brighton, et c'était vraiment monstrueux. Non, franchement, je suis content. En fait, je suis content parce que c'est le fruit d'un vrai travail. C'est pas une équipe comme ça qui arrive, c'est Arteta, ça fait des années qu'il met ça en place. Et on l'a vu notamment dans la fabuleuse série sur Amazon, où on les suit c'est de l'intérieur. C'est l'élève de Guardiola, Arteta. Il a tout appris avec Guardiola, c'était son numéro 2 pendant des années sur le banc. Il arrive, il met des principes en place, ça a du mal à marcher au début. On savait même pas si ça allait rester, s'il allait rester sur le banc Arsenal. Et aujourd'hui, c'est la concrétisation, c'est de tout ça. Et vraiment, moi, je suis vraiment content pour eux. J'ai pas de préférence en club en Angleterre. Mais vraiment, là, je suis content pour Arsenal. Je suis content. Alexis ? Je rejoins Clément sur tous ces aspects-là. Et c'est vrai que ce que je trouvais hyper intéressant, et c'était totalement le cas hier en début du match, en fait, c'est ce qu'on aime avec Arsenal, c'est le respect du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le football reste assez simple et parfois le jeu appelle une passe à un tel endroit et elle est faite. Ouais. Et c'est rarement le cas. Souvent, il y a le dribble de trop, la passe de trop. Et Arsenal, la passe, elle est faite au bon moment, le décalage est fait au bon moment, le dribble est pour aller dans le sens du jeu. Et donc ça, c'est très plaisant. C'est vrai qu'on a, pour l'histoire, pour ce qu'Arsenal a représenté sur les années 2000, on a envie de les voir champions, ça changerait un peu. Et puis c'est sympa de voir Arsenal Manchester United hier soir, c'était quand même hyper sympa. Ça faisait un peu un revival 10 ans en arrière. Ouais. Et franchement, c'était plaisant. Les deux équipes se sont battues, ont tout donné. C'est vrai qu'Arsenal a un côté champion, et je rejoins sur ce que tu dis par rapport au côté inéluctable. Après, j'ai hâte de voir face à Guardiola ce que ça a donné, parce que ça va être ils peuvent perdre pour le City, ils ont une marge, ils ont 8 points d'avance. 8 points d'avance, ils ont battu. Ils ont 5 plus un match en moins. Le match en moins, il est contre Leeds, je crois. Donc moi, je l'ai compté 8. Allez, on va dire 8. Franchement, je les vois pas. En plus, contre les gros, ils gagnent. Ils ont battu Tottenham, ils ont battu Manchester hier. Bon, ça le ferait. Alors, nous sommes rejoints présentement Classico par un grand spécialiste du football anglais. On est très heureux de le recevoir également ce soir dans Classico. Bonsoir Thierry Marchand. Thierry Marchand, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends. Bienvenue Thierry Marchand et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de votre livre consacré à Cristiano Ronaldo et publié aux éditions Flammarion, votre regard sur la performance hier après-midi plutôt d'Arsenal face à Manchester et sur la saison des Gunners. Ils sont de retour pour de bon ? Ils sont pour de bon, on va attendre un petit peu pour savoir si c'est pour de bon. Moi, je me méfie toujours avec Arsenal. Je vous rappelle l'épisode il y a 15 ans exactement, en 2008. Arsenal confortablement en tête du championnat. Eduardo qui se blesse à Birmingham. Et puis d'un seul coup, la dégoulinante infernale. Et puis, donc, il faut toujours se méfier. J'ai toujours tendance à me méfier avec Arsenal. En plus, c'est un effectif encore assez jeune, assez inexpérimenté au niveau de la pression d'un titre. Donc oui, alors les performances sont vraiment non seulement encourageantes, mais il y a la performance, il y a l'esthétique de la performance, il y a, j'allais dire, le mental aussi, puisque c'est une équipe qui sait revenir, c'est une équipe qui sait se remettre dans un match, une équipe qui sait gagner à la fin. On l'a vu hier contre Manchester United, c'est bien. Je rappelle que Manchester City n'est qu'à 5 points, qu'il reste plus de 50 points à distribuer.
qu'on est qu'au mois de janvier, que la saison est encore longue. Qu'est-ce qui pourrait les faire trébucher? Quel est l'avantage de City par rapport à Arsenal? C'est l'expérience avant tout? L'expérience, l'habitude de gagner le titre régulièrement depuis des années. C'est le maître connaît bien l'élève, hein, puisque vous le disiez tout de suite, Guardiola, Arteta, tout ça, ça peut jouer dans les têtes. Je trouve que cette jeune équipe d'Arsenal, en tout cas, est bien dans sa tête. Après, encore une fois, elle peut dérailler sur une blessure, sur une contre-performance, sur une erreur de gardien. On l'a vu hier avec Ramsdale sur l'égalisation de Manchester. Tout ça peut jouer dans la tête, j'allais dire. Je pense que c'est pas contre les grosses équipes qu'Arsenal risque quelque chose. Ça va être contre des équipes un peu inférieures au classement, et des équipes qui ont l'habitude aussi de jouer. Je pense à une équipe comme Liverpool qui est pas très bien classée pour l'instant. Je pense que ça peut être très compliqué. Je pense que des équipes qui vont jouer le maintien, comme des équipes comme West Ham par exemple, sur des derbies, il y a beaucoup d'équipes. La Première Ligue est un championnat tellement difficile, et il y a des équipes que vous allez dire assez peu cotées. Je pense à une équipe comme Brentford, par exemple, qui joue très bien au ballon, qui est une équipe dure à jouer. Franchement, c'est truffé de pièges tous les week-ends, la Première Ligue. Donc je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire d'Arsenal un vrai postulant au titre. Alors oui, évidemment, 5 points d'avance, un match de plus à jouer que Manchester City. Tout ça, c'est bien, mais il y a encore du chemin à faire. Thierry Marchand, vous avez été pendant de nombreuses années le responsable du département football étranger de France Football, une des grandes plumes de la presse sportive, qu'on a donc le plaisir de retrouver aujourd'hui dans un livre intitulé Cristiano, et c'est publié aux éditions Flammarion. Je le montre à la caméra pour ceux qui nous suivront sur YouTube. Une plongée finalement dans votre relation avec Cristiano Ronaldo, que vous avez rencontré à plusieurs reprises et interviewé lors de la fameuse interview qui suit l'attribution du Ballon d'Or France Football. Quel est votre plus beau souvenir d'interview avec CR7? Alors, il y a eu des interviews après le Ballon d'Or, il y a eu des interviews avant le Ballon d'Or aussi, pour la promo du Ballon d'Or. Donc je ne l'ai pas toujours vu après, je l'ai parfois vu avant, je l'ai même, je crois, plus souvent vu avant qu'après. Et il y a parfois un stress, on le voit notamment lors de la première interview, il y a un stress de le rater. Vous discutez beaucoup avec son agent Mendes pour être sûr d'obtenir cette interview et pour éviter qu'elle ne vous échappe finalement. Mais c'est toujours un gros stress. Je l'ai vécu aussi avec Messi, d'ailleurs, pareil, au moment des Ballons d'Or. C'est toujours un gros stress, l'interview du Ballon d'Or, parce qu'en 60 et quelques années de Ballon d'Or, France Football a toujours eu l'interview du Ballon d'Or. Donc imaginez, si j'avais été le premier à ne pas l'avoir, c'était assez compliqué à gérer. Mais il faut savoir, pour Cristiano, c'était pas très compliqué. Il était tellement content de l'avoir, il était tellement content de le recevoir que c'était pas très compliqué. C'est plus compliqué avec Messi. Mais vous parlez à propos de Cristiano et de sa relation au Ballon d'Or d'une croisade évangélique. Une volonté frénétique de convertir le monde à sa toute-puissance. C'est ça le Ballon d'Or à ses yeux? Ça a été cela? Oui, complètement. Pour lui, c'est le Graal, hein, le Ballon d'Or. C'est vraiment ça. C'est quelque chose, c'est un objet divin, c'est quelque chose pour lui de sacré, et il y attaché une importance absolument cruciale. Pour lui, je pense souvent aux Oscars à Hollywood, etc. Ça représente quelque chose d'exceptionnel dans une carrière. Multiplier l'exceptionnel, c'est ce que je mets à un moment dans ce livre. C'est-à-dire qu'il s'est plus attaché à en avoir un seul, il s'est attaché à en avoir plusieurs. Il s'est attaché à les collectionner, et il s'est attaché à être le premier, à celui qui voulait en avoir le plus. Donc ça allait bien au-delà d'un seul. Hein. Il s'est dit, bon, j'en ai eu un, après j'en veux un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis après je vais être celui qui en aura le plus. Donc tous les ans, au moment du Ballon d'Or, et c'est venu petit à petit, il se crispait dans son jeu, il commençait à marquer moins de buts, il y avait une vraie pression, une vraie tension. Il me l'a avoué pour qui était son deuxième Ballon d'Or, hein, le Ballon d'Or 2013, il était très très tendu, il avait mal partout, il avait mal dans le dos. Il avait joué blessé d'ailleurs en finale de Ligue des Champions. Et en 2014, il joue blessé en finale de Ligue des Champions parce qu'il ne veut pas disparaître des écrans, il ne veut pas disparaître du radar, il veut être toujours celui qui sera présent, même si sa prestation en finale est relativement quelconque, il marque sur penalty à la fin des prolongations, et son influence est relative par rapport à ce qu'il est.
Mais il est là, et c'est lui qui marque le dernier but de la finale, et tout le monde relie ce titre à la prestation de Cristiano, ce qui n'est pas forcément le cas. Il a été Ballon d'Or en 2014 sur une année et non pas sur une prestation en finale de Ligue des Champions. Clément Pernias sur Cristiano Ronaldo, son rapport au Ballon d'Or, son culte de la performance. Bon, déjà, ça explique aussi sa régularité, son hygiène de vie, la linéarité dans ses performances qui ont fait sa carrière, qui ont fait cet immense joueur. Après, ça dit aussi beaucoup de choses du personnage, de sa conception du foot. Voilà, on sait que attacher une importance comme ça énorme, presque démesurée, comme le dit Thierry au Ballon d'Or, ça dit quelque chose de quelqu'un. Ça dit que voilà, peut-être que parfois la performance individuelle, l'image que les autres ont de lui est plus importante peut-être que le collectif. Je ne sais pas si c'est vrai chez Ronaldo, je ne pense pas d'ailleurs, mais il y a ce côté-là, il y a ce côté un peu individualiste, ce côté solitaire, ce côté un peu attaché à soi, à l'image qu'on renvoie, qui ressort de ça. Je ne sais pas si même si Thierry Marchand, vous notez dans le livre qu'il y a une évolution de ce point de vue-là entre son passage à Manchester et son arrivée au Real, où il évolue en fait, il étend un peu le spectre dans son rapport à la performance. Thierry Marchand. Oui, mais pour rebondir sur ce que vous disiez tout de suite, il y a toujours un côté très narcissique chez Cristiano, c'est-à-dire que c'est le succès de son équipe et les buts de son équipe sont avant tout les siens. Et évidemment, même si une fois qu'il reçoit le Ballon d'Or, il le dédie à ses équipiers, c'est grâce à eux, je joue pas tout seul et tout. Il est très très attaché à ce que ce soit quand même lui qui marque les buts, à ce que ce soit lui qui tire les coups francs, les pénaltys, etc., etc. Et il relie toujours la performance de son équipe, même quand c'est Gareth Bale qui devient la vedette d'une finale de Coupe d'Europe. Il relie toujours le succès de son équipe à sa propre performance et surtout au fait qu'il soit sur le terrain. Ça, vous l'empêcherez jamais. Alors, effectivement, il a évolué lors de son passage, son premier passage à Manchester et son arrivée au Real. Oui, il évolue parce que ses entraîneurs le font évoluer, parce que le club madrilène le fait évoluer, parce qu'à Madrid, rien n'est plus fort que le club, rien n'est plus fort que l'équipe. Mais Cristiano ça a toujours été moi, c'est grâce à moi que le Real a gagné autant de Coupes d'Europe et c'est grâce à moi que Manchester a été champion d'Europe et ça restera comme ça parce que c'est un joueur, c'est une star, voilà, c'est une star. Et une star, c'est toujours comme ça. Thierry Marchand, vous proposez plutôt dans le livre une clé de lecture de la carrière de Cristiano Ronaldo. Au-delà de l'ambition, dites-vous, plus que cela encore, il y a une forme de thérapie, la volonté. D'ailleurs, c'est le sous-titre du livre, L'homme qui voulait être aimé. Il y a une manière de réécrire l'histoire d'une certaine manière, de montrer à ses parents qu'ils ont eu raison de lui permettre de vivre, d'exister. Oui, alors donc comme vous disiez, c'était un enfant non désiré. Sa mère a voulu avorter, elle n'a pas réussi. Il est né et de ce moment, il n'a cessé de vouloir être le meilleur pour montrer effectivement à sa mère surtout, à son père aussi, mais surtout à sa mère, qu'elle avait bien fait de le garder, que lui voulait aller être non seulement un bon fils, mais un joueur de football exceptionnel. Et non seulement il allait être exceptionnel, mais il allait être le meilleur du monde. Voilà, ça a été effectivement, c'est une forme de thérapie, mais qui continue aujourd'hui. L'homme qui voulait être aimé, l'homme qui voulait être payé le plus, puisque le rapport à l'argent, il est important pour un sportif, mais il est important pour n'importe qui. C'est une sorte. Il faut jamais oublier le côté affectif que peut recéler l'argent. Et dans le cas de Cristiano, encore plus que pour d'autres. Oui, Alexis, une question, une remarque pour Thierry Marchand. Oui, j'avais une question un peu backstage, c'est-à-dire qu'est-ce que quand on interviewe plusieurs fois Cristiano Ronaldo, est-ce que à la fin on arrive à casser un peu le côté un peu officiel d'une interview et aller un peu plus loin dans la relation avec le joueur? Est-ce que j'ai trois questions en une en fait. Est-ce que quelque part ce joueur correspond à l'image qu'il renvoie? Qu'on le voit en interview, et justement, est-ce que si on avait brisé la glace, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, on a envie un peu dans les descriptifs qu'on va faire du joueur, de le mettre un peu en avant différemment? Alors oui, non et oui, pour répondre à votre question. Alors oui, chaque interview, chaque fois qu'on avançait dans le temps, c'était de plus en plus cool,
On arrivait, on se faisait la bise. C'était super cool. C'était retrouver un copain au bistrot. C'était pas le cas on va dire les 2 premières fois parce que vous connaissez pas la personne vous connaît pas. Il y a une espèce de méfiance, voire même une défiance en ce qui connaît Cristiano. Il veut tutoyer que le meilleur. Donc, quand il veut tutoyer que le meilleur, vous avez intérêt à être au niveau, et à son niveau en l'occurrence, au niveau de vos questions, au niveau humain, à tous les niveaux. Donc, il faut se mettre à son niveau. Il faut, comme pour ses équipiers, c'est exactement la même chose. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il y a une espèce de complicité qui naît. Je ne le nie pas. Et qui fait que petit à petit, ça devenait un plaisir de le retrouver, que lui, on arrivait, voilà, comme je vous le disais tout de suite, on se faisait la bise, on s'installait, tu veux un café, tu veux boire quelque chose et tout, c'était très cool. Après, pour ce qui est de sa personnalité, c'est quelqu'un qui est adorable à côtoyer, honnêtement. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le râleur, avec la peste que vous voyez parfois sur le terrain, le joueur que vous voulez parfois détester. C'est la première page de mon livre, où j'avoue franchement que la première fois, avant de le côtoyer, j'étais pas forcément fan de ce joueur-là et du bonhomme parce qu'il m'agaçait, parce qu'il était toujours à râler, ceci, cela. Et petit à petit, j'ai découvert un Cristiano backstage et qui est beaucoup plus charmant, beaucoup plus détendu. Et qui est prisonnier aussi de son image, Thierry Marchand. Ah, tout à fait, mais une image qu'il a créée quand même. Il est prisonnier de l'image qu'il a créée, mais il le veut bien, il l'assume complètement. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'il renvoie une image qui n'est pas forcément positive, alors que très franchement, c'est un bon mec, c'est un mec très agréable à côtoyer. Moi, à chaque fois que je sortais d'une interview avec lui, je me disais, waouh, punaise, quand même, t'as refait une interview du meilleur joueur du monde ou du co-meilleur joueur du monde, suivant qu'on privilégie Messi ou Ronaldo. Et à chaque fois, je me disais, mais finalement, ça s'est super bien passé, c'était super détendu, il a répondu à mes questions. Il n'a évité aucune question qui fâchait, aucune, jamais. Et ça, c'était quand même très, très cool. Et je pense qu'il aurait gagné, notamment ces derniers temps, à avoir une communication et un chargé de communication un peu meilleur. Thierry Marchand, on a 2 petites dernières questions. Clément et Alexis, très vite, messieurs. Moi, j'ai une petite question très simple. Je vous en prie. Avec quel entraîneur il a préféré travailler ? Sir Alex Ferguson. Ok, c'est marrant parce que beaucoup ont répondu Ancelotti et beaucoup répondent Ancelotti. Et c'est pour ça que je suis assez surpris qu'ils répondent Sir Alex. Sir Alex l'a formé quelque part. Et qui a contribué à le faire revenir aussi. Son papa de substitution. Moi, la question était un peu différente, mais il va falloir répondre rapidement. L'idée était de savoir, par rapport à l'image que vous décrivez de Cristiano Ronaldo, comment expliquer cet écart avec le groupe à Manchester à son retour, parce que finalement, on a senti qu'il y avait un vrai problème avec l'entraîneur, avec même le groupe, on sent, de Manchester, ce qui ne correspond pas à l'image que vous décrivez de Cristiano Ronaldo. C'est très dur de revenir à un endroit où on a débuté, c'est très dur de revenir dans une équipe qui n'est plus la vôtre, c'est très dur de revenir avec des équipiers qui ne sont plus ceux que vous avez connus, avec un entraîneur qui n'est plus celui que vous avez connu. Tout ça, c'est très compliqué. Il n'était plus à sa place à Manchester United, à mon avis. Ça a été un choix. Il voulait quitter la Juve par tous les moyens. George Mendes a réussi à lui trouver une porte de sortie pour aller à Manchester. Je pense que c'était un mauvais choix. Merci beaucoup Thierry Marchand d'avoir été avec nous ce soir dans Classico. Je rappelle le titre de votre nouveau livre passionnant et magnifiquement écrit, Cristiano. C'est publié aux éditions Flammarion. À très bientôt dans Classico. Bonne soirée. Merci.